Merci Paul. Et donc je suis très heureux de venir effectivement vous présenter ce que fait Bureau Veritas dans le monde de la cobotique et de venir effectivement vous expliquer comment Bureau Veritas intègre la sécurité donc à la conception, qui est un élément très important pour pouvoir effectivement réussir à mettre en service une installation de cobotique, de robotique collaborative, ou en tout cas une installation robot qui met en œuvre les éléments de sécurité qui ont été présentés en début d'après-midi donc, par nos collègues de l'IDRS. Donc avant de rentrer plus en amont dans le sujet et dans l'exemple qui nous intéresse, je vais peut-être effectivement rappeler un petit peu pour Bureau Veritas, sans faire toute la présentation de Bureau Veritas qui serait un petit peu longue. Je vais vous donner quelques éléments effectivement structurants, parce que c'est un des points qui a été souligné par l'intégrateur précédent, qui est effectivement cette nécessité pour les organismes de s'adapter. Hein. Et donc effectivement, chez Bureau Veritas, on vérifie des machines depuis de nombreuses années, plusieurs décennies. La robotique collaborative, les robots collaboratifs sont des outils, donc effectivement des technologies nouvelles qui sont apparues de façon beaucoup plus récente. On l'a entendu avec toutes les présentations depuis ce matin. Effectivement, il y a eu une recherche, aussi un ajustement réglementaire. Vous avez rappelé qu'effectivement Bureau Veritas a participé aussi à ce travail sur le guide de la DGT. Et donc effectivement, c'est ce cheminement que je voulais remettre un peu en lumière sur cette slide, pour effectivement souligner que depuis, je dirais, la première demande de travail qu'on a pu avoir au sein de Bureau Veritas autour de 2015 sur les applications de robotique collaborative, et aujourd'hui, bien évidemment, le bureau de contrôle que nous sommes, on a aussi progressé. On a progressé en étant actif sur le sujet. On a progressé en étant aussi allé aussi chercher des partenaires. On a travaillé avec le CEA List sur des projets comme CoboBench, où effectivement on a eu cet éclectisme et cette vue à 360 degrés sur plusieurs technologies robots, avec des use cases, effectivement les difficultés de mise en œuvre des fonctions de sécurité sur certains types de robots par rapport à d'autres, etc. Et ça a été rappelé aussi, effectivement, cette nécessité de former des intervenants. Donc c'est ce qu'on a fait au sein d'une plateforme, pareil, au niveau de la plateforme Flore, pour la nommer pour ceux qui la connaissent, qui est une plateforme qui met en œuvre aussi au sein du CEA un certain nombre de cobos différents, de technologies différentes, et donc qui nous permet aujourd'hui d'avoir une équipe sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de projets de robotique collaborative qui vont de 1 à peut-être 10 robots collaboratifs qui jouent de concert pour les projets les plus compliqués, aussi bien en France qu'à l'international. Voilà, donc juste pour dresser un petit tableau, un petit panorama pour effectivement expliciter le fait qu'aujourd'hui, les bureaux de contrôle sont en capacité d'accompagner les intégrateurs. Après, effectivement, il faut choisir son bureau de contrôle. Il faut aussi choisir surtout les intervenants et effectivement les moyens à disposition, puisque ça a été redit juste avant. Il y a un peu de matériel aussi nécessaire, parfois, pour faire ces contrôles. Voilà. Alors, pour avancer dans la présentation, donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Hein, le projet en question, qui est le projet dit Palletise, donc qui est un îlot de palettisation. Donc comme quoi vous voyez que la palettisation est effectivement un vrai sujet sur lequel on retrouve de la cobotique, puisque c'était exactement le type d'application qu'on nous présentait juste avant, où effectivement, là, de la même façon, on a un utilisateur qui a demandé effectivement donc à fabricant NJ Solutions, qui joue le rôle d'intégrateur, de concevoir des îlots modulaires qui puissent donc être rapidement mis en œuvre, parce que alors je crois que vous avez parlé de Lego, ou en tout cas d'objets juste avant, là, pour qu'on puisse mettre en place ces îlots donc de façon rapide, et éventuellement, effectivement, qu'on puisse aussi les enlever de façon rapide. Donc on verra que ça, c'est un des points qui effectivement, amène certaines contraintes aussi, de la point de vue de la conception et de l'intégration de la sécurité à la conception. Et puis aussi, donc, effectivement, de cette modularité, donc mise en place, retrait, mais aussi compatibilité avec différentes lignes de fabrication. Et donc là aussi, dans la prise en compte de l'analyse de risque, on verra effectivement forcément des contraintes supplémentaires. Donc Bureau Veritas, on est intervenu sur ce projet à 2 titres.
Premièrement, pour vérifier effectivement les concepts de sécurité. Donc là, ça a été redit avant, hein, c'est classiquement un travail sur la partie amont, sur le design, et on va dire la phase de prototype. Et puis, aussi, c'est important, la vérification et les essais avant la mise en service donc, du premier îlot, puisque en l'espèce, il y avait 5 îlots de même conception et de même type. Donc l'installation, hein, pour vous la décrire rapidement, c'est une installation qui n'est pas de dimension très importante. Donc le mode de collaboration, hein, c'est rappelé sur la slide précédente, c'est plutôt de la collaboration indirecte, si on voulait qualifier la collaboration, parce que en fait, ce qu'on va avoir comme interaction, entre guillemets, en production normale, c'est essentiellement le chargement de palettes vides et la reprise de palettes constituées, donc de palettes pleines, une fois que celles-ci ont été donc assemblées par l'îlot palettise. Donc on a des colis, hein, qui vont arriver sur cette application par le biais d'un convoyeur, qui est donc un élément indépendant, mais qui fait partie quand même effectivement de l'ensemble, pour permettre justement cet interfaçage avec différentes lignes de différentes constitutions. Donc cet interfaçage, il est donné par le convoyeur. Sur l'îlot en lui-même, donc on voit ici une vue de dessus. Sur l'îlot, on va retrouver un élément, donc un bras manipulateur prévu pour effectivement un fonctionnement collaboratif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un robot, on a vu les gammes de robots ce matin, c'est un robot choisi parmi les gammes de robots qui offre ses possibilités et ses fonctionnements dits collaboratifs. Voilà. Et ensuite, ce robot, pour terminer la présentation, donc il est monté sur un système de vérins motorisés, donc c'est deux vérins qui se télescopent l'un dans l'autre, qui permet donc d'ajuster la hauteur du cobo. Là aussi, c'est un choix de l'intégrateur, et on verra que c'est un choix qui a participé aussi à la réduction du risque. On a évoqué juste avant les chocs à la tête, et effectivement, c'est un sujet en robotique collaborative qui est très important pour ce qui nous intéresse. Pour avancer un peu, donc je le disais, sur notre première mission, un élément clé, un élément important, qui est l'analyse de risque. Donc effectivement, tout ne commence pas par là, mais en tout cas, en prévention des risques machines, beaucoup de choses commencent par là. Et effectivement, donc ça a été un travail conséquent, important, qu'on a mené avec l'intégrateur pour lister l'ensemble effectivement des risques présents sur l'îlot, mais pas que sur l'îlot, je dirais, de façon intrinsèque, sur l'îlot, mais également son environnement, l'interfaçage, puisque effectivement, ce qu'on cherche à faire en robotique collaborative, et c'en est bien la singularité, c'est à sortir la machine de la cage, et donc à partir du moment où on sort la machine de la cage, effectivement, il faut s'assurer que l'ensemble, en tout cas tout ce qui pouvait avant nous isoler les risques à l'intérieur d'une boîte, on se retrouve à pouvoir être confronté à l'ensemble de ces dangers sans avoir de limite, en tout cas physique. Et donc même si ensuite on peut imaginer des dispositifs de sécurité qui vont venir donc se mettre en place pour sécuriser l'installation de façon immatérielle, on aura toujours cette absence de limite physique et donc la survenance et la nécessité donc de prendre en compte des situations dangereuses, ce qu'on appelle les situations raisonnablement prévisibles, qui sont celles qui vont nous intéresser aussi bien que les situations de production normale dans le cadre de l'analyse des risques. Pour avancer donc sur l'analyse des risques, donc un point très important, ça a été souligné déjà à plusieurs reprises depuis le début de cette journée technique, c'est effectivement la nécessité de bien prendre en compte les spécifications, le cahier des charges de l'utilisateur, et donc de bien répondre à un besoin exprimé par l'utilisateur. Donc là, comme je l'ai dit un peu en préambule, en introduction, un des attendus de l'utilisateur, c'était effectivement d'avoir une solution de palettisation qui soit modulaire, déplaçable. Alors à la fois parce qu'effectivement il avait des contraintes d'espace, on se situe en bout de ligne existante, donc avoir d'autres solutions de robotique plus conventionnelles, ça aurait pu être une alternative, mais effectivement ça aurait sans doute nécessité de remodeler de façon plus profonde l'organisation complète de l'atelier pour pouvoir effectivement aménager ces espaces pour les lignes. Et également, une des contraintes était de garder cette souplesse, de pouvoir fonctionner, entre guillemets, au besoin, avec un peu ce renfort, cet appui,
un robot collaboratif, notamment lorsqu'on avait donc besoin de manipuler les colis parmi les plus lourds. Donc ça, c'était parmi les spécifications. Donc le travail, il a consisté effectivement à appliquer, je dirais, de façon très conventionnelle, la méthode de l'ISO 1200, avec donc ce focus, puisqu'on est sur une application qu'on voulait collaborative. Donc quand je dis on voulait, c'est l'utilisateur la voulait collaborative. Donc dans ce cadre-là, le bureau de contrôle, il n'a pas, je ne vais pas dire qu'il n'a pas son mot à dire, en fait, c'est pas le sujet, mais nous, notre rôle, il n'est pas de discuter la fonction, il n'est pas de discuter les attendus, le cahier des charges, il est plutôt d'effectivement voir comment on met en œuvre les moyens de sécurité pour que ce qui ressort de ce cahier des charges permette effectivement d'avoir une installation sûre pour l'ensemble des utilisateurs, aussi bien la production que la maintenance. Donc, dans ce cadre-là, on s'est effectivement attaché à bien spécifier donc, cet espace collaboratif. Donc, je le rappelle, dans le cadre, on a 2 palettes et on se veut effectivement, à un moment donné, on cherche à avoir un opérateur qui peut venir prendre une palette ou déposer une palette vide ou prendre une palette pleine à côté d'un robot qui sera en train d'opérer sur la palette adjacente. Et donc effectivement, on a cette possibilité d'interface entre les deux, et donc on cherche à faire coexister un opérateur dans un espace, ou en tout cas proche de l'espace de travail du robot. Alors bien évidemment, dans le travail d'analyse de risque, on est rentré de façon assez méthodique, assez précise sur l'ensemble des phénomènes dangereux. Ça a été rappelé, le choc et l'écrasement sont les phénomènes dangereux principaux, et donc sont vraiment les sujets sur lesquels on a bien sûr travaillé, mais c'est des éléments qui n'avaient pas du tout été oubliés par l'intégrateur. Et on a aussi passé en revue l'ensemble des phénomènes dangereux. Donc c'est aussi là, je dirais, l'apport de l'organisme, c'est de venir quand même d'avoir cette rigueur, cette discipline, d'aller vraiment challenger et chercher parmi l'ensemble des phénomènes dangereux, quels sont les phénomènes dangereux pertinents au sens de l'ISO 1200, et parmi les pertinents, quels sont les significatifs donc, qu'il convient de prévenir, ou en tout cas d'apporter une réponse d'un point de vue des solutions de sécurité. De la même façon qu'on a dégagé ces phénomènes dangereux, donc effectivement, en l'espèce, parmi les phénomènes dangereux, qui sont à ne pas négliger, on retrouve aussi les phénomènes psychosociaux qui ont été largement abordés. En l'espèce, sur cette installation, on n'avait pas nécessairement d'interaction forte avec l'humain. Donc ça a été, je dirais, une bonne nouvelle, parce que sinon, il aurait fallu investiguer effectivement plus ces phénomènes et les documenter. Et de la même façon aussi, dans le cadre des situations, là par contre, comme ça a été redit par l'intégrateur précédent, on s'est attelé à chercher au-delà de ce qui était nécessaire. Donc finalement, je charge une palette vide et je prends une palette pleine. Toutes les situations raisonnablement prévisibles qui pouvaient survenir dans le cadre de l'installation. Donc notamment ici, puisque c'est un îlot qu'on installe et qu'on veut du coup pouvoir déplacer, effectivement, il y a un focus assez important sur les phases d'installation et de montage. Bien sûr la production, mais ça c'est des choses que l'intégrateur généralement n'oublie pas, mais aussi ces aspects maintenance, réparation, réglage, mise en service, etc., qui sont là pour le coup parfois effectivement mis un peu sous le tapis et moins bien documentés. Donc ce travail d'analyse de risque, il a aussi consisté à rentrer de façon assez intense il a challengé vraiment le respect bien sûr des exigences essentielles de la directive, qui est vraiment, ça a été rappelé, la Bible, aussi pour les organismes de contrôle, en tout cas sur les machines, mais aussi prendre en compte l'ISO 10218 pour les spécifications de sécurité, tiret 1, partie 1 pour la partie robot, partie 2 pour l'intégrateur, et vérifier aussi donc, le respect de la fameuse méthode des 3 étapes qui est donc donnée par l'ISO 12100, notamment sur le choix des solutions. Et donc ici, on aurait pu s'interroger, alors puisqu'on est en indirect, pourquoi avoir choisi, sans revenir sur les méthodologies, mais pourquoi avoir choisi cette notion de sécurité via la limitation de puissance et d'effort, puisque finalement, on aurait pu imaginer effectivement d'encager avec un scrutateur, avec un barrage immatériel et de détecter un accès au moment où on venait faire ce changement de palette, potentiellement basculer sur un mode d'arrêt contrôlé, potentiellement, ou ralentir à ce moment-là. Donc voilà, donc le focus il a été porté là-dessus, et donc on a convenu qu'il
compte tenu de cette mobilité, il était important de garder aussi ces éléments de sécurité de façon plus intimement liée au robot, et donc de jouer vraiment sur ces limitations de puissance et d'effort. On a travaillé aussi, donc ça c'est plutôt sur le côté acceptabilité, aussi sur la notion d'information qui sont très importantes aussi, qui sont données, les signaux, l'installation, comme n'importe quelle installation robot, elle va pouvoir s'arrêter, redémarrer, et c'est important et d'autant plus important ici qu'on n'a pas de barrière physique, que les opérateurs qui vont circuler autour de l'installation comprennent bien effectivement pour quelles raisons l'îlot est arrêté, est-ce qu'ils ont lieu d'intervenir ou est-ce qu'il est simplement sur un arrêt normal et tout va bien, c'est pas la peine d'intervenir, donc c'est pas la peine de générer des accès à l'îlot. Autres éléments importants, bien évidemment, sur la partie conception. Avant d'écouter Denis Perretin qui est avec nous aussi. C'est le respect, bien sûr, de ces dispositions qui ont été rappelées sur les limitations de puissance d'effort, tous les calculs qui vont avec, et bien sûr, dans cette partie calcul, les vérifications qui sont faites par Bureau Veritas, avec un point important sur aussi l'information qui est délivrée, qui est constituée par le fabricant, par l'intégrateur, et qui est délivrée donc ensuite à l'utilisateur final. Je passe rapidement. La dernière partie de l'intervention, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Là, en fait, il s'agit, une fois que le travail a été bien fait en amont, il s'agit de venir vérifier sur le terrain qu'effectivement ça a été fait de façon correcte et cohérente. Et donc voilà, c'est cette dernière partie, je ne vais pas la dénaturer, je laisserai effectivement Denis intervenir pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Je vais simplement, avant de lui passer la parole, faire un petit mot effectivement juste de synthèse et de conclusion pour dire que on l'a vu, ce qui est important, et le rôle du bureau de contrôle, c'est pas forcément de venir faire la police à la fin. Au contraire, je dirais que c'est la partie la moins agréable, c'est ce qu'on n'aime pas du tout faire. Donc c'est vraiment d'avoir cet accompagnement, d'être vraiment le tiers de confiance depuis le fournisseur de la technologie, donc le bras robot et son contrôleur, l'intégrateur et l'utilisateur. Voilà, de vraiment faire ce lien. Et donc j'ai souhaité vous présenter cet exemple parce qu'effectivement, on va écouter justement Denis Perretin. Engie va pouvoir témoigner, je l'espère. Parfait. Alors Denis Perretin. Je remercie David de m'avoir associé à son intervention. Effectivement, je suis Denis Perretin, donc je suis le responsable de l'activité robotique chez Engie Solutions, mais pas que. Je fais aussi on fait aussi de la conformité machine. Et nous sommes effectivement des industriels, mais nous sommes surtout des intégrateurs de robots. Alors racontez-nous finissez sur ce palettis, sur cette expérience avec Bureau Veritas. Oui, alors donc tout simplement, nous on est intégrateur de robots. À l'origine, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier. Depuis le début, nous, on travaille avec Veritas. C'est un partenariat qu'on a mis en place. Toutes nos installations, dès le début, voire en avant-projet, on associe Veritas. C'est la clé de la réussite en fait d'une bonne intégration et de pas de surprise à la fin. Comme disait David, ils sont pas là pour être les gendarmes, mais en fait quand on l'intègre comme il faut, ça se passe très bien. Sur ce sujet donc de palettisation, effectivement, on a eu une demande, plusieurs robots être capables d'aller sur plusieurs lignes à la fois. Et donc, du coup, on a commencé tout simplement par faire l'analyse de risque. Et là, tout de suite, on associe Veritas et on leur explique un petit peu tout ce qui se passe. Donc, forcément, c'est les opérateurs qui travaillent dessus, comment ça va être utilisé. Et puis, au fur et à mesure, les questions arrivent. Les robots collaboratifs, il y a des questions aussi chez le constructeur. Donc, du coup, on reporte les questions de Veritas au constructeur. Et puis tout ça, on construit le dossier avec tout ce qui va bien. Et l'analyse de risque, on va aussi la présenter à notre client, parce que nous, on partage. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir déjà une installation qui, pour l'opérateur, soit conforme et sécuritaire. Ça, c'est le point essentiel. Et ensuite, l'affaire se fait, les plans sont validés au fur et à mesure par Veritas, et puis vient le moment où la machine est construite chez nous, donc on fait venir l'organisme de contrôle. On regarde tous les aspects documentaires, puisqu'il vérifie aussi la partie documentaire, parce que l'intégrateur, il fait beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Nous, effectivement, dans la conformité machine, on connaît aussi, mais on aime bien avoir une petite épaule à côté qui regarde et qui est un petit peu,
qui a beaucoup de recul par rapport à ça. Et donc du coup, on discute, l'îlot est validé, très bien. On fait venir le client, on fait nos essais, et puis au dernier moment, le client nous demande d'installer cet îlot sur une ligne qui n'était pas identifiée. Ah. Et puis là, forcément, les questions se posent. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? On installe et on fait venir, nous, systématiquement, l'organisme de contrôle chez le client. Pourquoi? Pour que le client soit rassuré. Et puis, il est responsable de ce qu'il met en main avec ses opérateurs. Donc, forcément, lui, il a cette responsabilité-là. Donc, nous, on lui apporte déjà l'organisme de contrôle pour une vérification globale de l'installation sur site. Et puis, là, forcément, il y avait une porte qui nous posait problème puisqu'elle devenait obstacle. C'est-à-dire que quand on l'ouvrait, il y a des histoires de dégagement, etc. Donc, tout de suite, on a fait le nécessaire, on s'est revu avec l'organisme de contrôle, on a trouvé la solution. C'était quoi la solution en l'occurrence ? Comment ? C'était quoi la solution ? C'était tout simplement, on n'avait plus trop le choix, c'est de déplacer un petit peu l'îlot, donc modifier par rapport au convoyeur que l'on avait mis en place. Il y avait des petites choses à faire, et tout ça, en fait, avec des explications au niveau du client. Parce que ce qui est important, c'est le client. Il faut qu'il comprenne, le client. Pourquoi on fait ça et après, comment on le fait. Donc ça, c'est l'essentiel des choses. C'est déjà, on implique le client. Donc forcément, ça devient en fait c'est un trio gagnant-gagnant. Ça devient multi-partenarial, là. Tout à fait. Ouais. Après, nous, bien entendu, chez nous, on a un avantage, on va dire, depuis... on a un bel outil qui s'appelle le lab robotique, où on expose tout un tas de machines, donc on va dire des robots dits traditionnels et du robot collaboratif. Ce qui nous permet, quand les clients viennent nous voir, de leur montrer les différentes solutions, de comparer l'îlot collaboratif, l'îlot traditionnel, et puis les performances de chacun, la partie, on va dire, robustesse, on en a parlé avant, et puis tout ce que ça engendre quand vous avez un robot qui tourne à côté de vous, le client comprend, et comprend aussi les contraintes. L'avantage qu'on a aussi, c'est que, comme je vous disais, avec le partenariat de Veritas, eux sont munis d'un appareil de contrôle d'effort et systématiquement, on fait des installations, on fait des tests, on fait tout un tas de choses et on est en train de réfléchir sur tout ce qui se passe derrière. Voilà. Excellent, Denis Perretin. Revenez avec nous, David Ignacio, pour une ou deux questions. Donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la clé de la réussite, c'est l'expression que vous avez utilisée, la clé de la réussite, elle passe par le partenariat. C'est un multi-partenariat, disons qu'on est structuré de la même manière. Ouais. C'est-à-dire que nous, le lab robotique chez NJ Solutions, c'est un lieu qui est un peu unique, au moins au sein de la société. Le showroom, oui, mais sur le côté partenariat, donc, justement, il y a le client, c'est vraiment un dialogue que vous menez. Oui. Et du coup, là aussi, j'entendais notre confrère qui disait entre les organismes de contrôle, il y a des différences, etc. En fait, Veritas et NJ Solutions, on est un peu structuré pareil. On a des entités un petit peu partout en France. Et du coup, tout va bien parce qu'ils ont des vrais spécialistes qui sont formés. Alors, j'avais envie de vous poser une dernière question avant qu'on fasse une très courte pause, David Ignacio. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit, au fond, que si le besoin est mal défini, ça va être difficile de bien sécuriser. Oui, effectivement. Donc c'est important. C'est aussi ce qu'on a voulu illustrer au travers de cet exemple, avec ce retour aussi d'expérience, à la fois pour montrer que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de barrière absolue, c'est-à-dire qu'on trouve toujours, on finit toujours par trouver une solution. La question, c'est est-ce que cette solution est réellement pertinente, est réellement la bonne. Donc c'est là-dessus où il peut y avoir des échanges, des discussions. Mais c'est donc important d'avoir ce partenariat, et donc c'est important, là, sur l'exemple qu'on montre, d'avoir aussi toutes les données d'entrée. Parce qu'effectivement, là, sur les différents scénarios, donc c'était destiné à venir s'interfacer avec différentes typologies de lignes. On est venu un peu rajouter une ligne supplémentaire qui n'était pas prévue au cahier des charges. Et donc, ça peut sembler parfois anodin de la part du client, qui peut se dire moi, je vous en ai pas parlé parce que ça me paraissait pas forcément quelque chose de transcendant. Sauf que effectivement, l'environnement, encore une fois, est quelque chose de très dimensionnant aussi dans la robotique collaborative. Et donc, bien évidemment, là, par chance, comme on avait une vue assez fine de l'analyse de risque, ça a été assez rapide de voir quelles étaient les incidences et les impacts. Et donc, effectivement, après, c'est plus la solution, pour pas tout casser, tout refaire.
voilà, on a trouvé une solution spécifique pour cet endroit qui a consisté effectivement à l'orienter de façon un peu différente. Mais effectivement, aussi parce qu'il y avait cette contrainte de ne pas modifier le type.